Cher Denis, chers amis, ravi encore d'être parmi vous aujourd'hui, un an après. Comme moi, vous êtes persévérants. Je suis heureux de votre combat qui rejoint le mien et ceux de tous les adhérents du MEDEF, les 750 000 adhérents que le MEDEF représente, pour aider notre pays à retrouver la croissance et les chemins de l'emploi. Alors avant de débuter cette petite synthèse, je voudrais tout d'abord refaire passer un message très important pour nous tous. C'est face à la situation inédite que connaît notre pays, je crois que nous avons un rôle encore plus important à jouer en tant que chef d'entreprise français, de société française ou de société étrangère, pour être rassemblés, être unis, sortir par le haut, ne pas avoir peur de tous ces attentats, ces actes terroristes et assumer nos responsabilités pour notre pays, pour nos enfants. Et je crois que cette unité est fondamentale et nous sommes bien évidemment prêts à assumer toutes nos responsabilités pour aider le gouvernement et tous les élus de tous bords politiques à sortir, je dirais, de cette situation. Et nous avons en effet ce rôle pour continuer de développer la compétitivité de nos entreprises, l'attractivité de notre pays et, in fine, retrouver les chemins rapides de la croissance et de l'emploi. Alors, rapidement, je ne vais pas commenter une par une les recommandations. J'avais un discours d'environ 30 pages préparé par ma collaboratrice, Dorothée Pinault, ici présente. Elle va être très déçue parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez écrit. J'ai lu ce document cet après-midi et bravo, je ne changerai pas une ligne. Tout simplement pour vous dire rapidement que vos travaux sont essentiels. On est très en phase depuis 2-3 ans entre ce que vous faites et ce que nous faisons au MEDEF. Ce que nous faisons au MEDEF est très simple, c'est tenter très humblement et modestement de faire la révolution culturelle, économique, durable de notre pays. Et comme vous voyagez tous, comme je le fais très souvent, vous vous apercevez en fait que la France, quand vous revenez à Roissy ou ailleurs, que la France est très paradoxale. C'est un enfant surdoué qui regarde au fond de la classe, vraiment surdoué, mais qui a des bulletins de notes épouvantables. C'est un énorme gâchis. Donc il faut absolument, cet enfant surdoué s'est levé. Alors, est-ce qu'il s'est levé pour aller directement dans le jardin ou pas, pour dormir définitivement, ou est-ce qu'il s'est levé pour prendre la place du professeur? Eh bien, non, il est encore dans la classe et je crois qu'il s'achemine vers les premiers rangs. C'est ça qui me rend optimiste pour le pays. Je crois qu'on ne va pas redire tous les, je dirais, le mauvais bulletin de notes. On le connaît, très faible croissance, chômage, déficit nombreux, variés, chômage des jeunes. Tout ce que nous connaissons, je ne vous ferai pas l'injure de vous refaire toute la liste, mais il faut vraiment insister beaucoup, et je sais que vous en êtes particulièrement conscient, vous qui êtes obligés de défendre toujours et encore la France auprès de vos conseils d'administration, à Palo Alto, à Boston, à Shanghai, à Pékin, à Londres, à Berlin, et je me mets à votre place, il faut vraiment qu'on vende tous les atouts de la France. Et les atouts sont extrêmement nombreux. Comme vous le savez tous, ces filières d'excellence, cette culture, ce climat, cette géographie, ce rayonnement historique, ce rayonnement, je dirais, cette diplomatie, je dirais, on a beaucoup de choses sous le coude historiquement. Et ce qui me rend aussi optimiste, c'est que nos citoyens ont compris, je dirais, le rôle que nous avons et ont compris que ce qui doit impérativement changer, c'est que l'entreprise est le moyen de création de richesse et d'emploi, c'est que l'économie de marché n'est ni à droite ni à gauche, et c'est que la mondialisation est une opportunité formidable. Et je crois que tout ça, que lorsque je voyage comme vous tous dans le monde entier, qu'est-ce que me disent mes amis chinois ou qu'est-ce que me disent mes amis africains, voire mes amis américains? Mais on ne vous voit pas. J'étais allé en Chine il y a quelques mois et on me disait, on voit les Japonais, on voit les Allemands, on voit les Américains, mais vous, les Français, on ne vous voit pas en Chine. Vous êtes où? Pareil en Afrique. J'étais il y a 4 semaines au Nigeria, pays anglophone, qui me disait, mais on voit tout le monde, on voit le monde entier chez nous. Vous êtes en Afrique depuis des décennies, vous avez laissé quand même une culture, des valeurs, des écoles, des hôpitaux, on est entouré de pays francophones, on ne vous voit pas, vous les Français, qu'est-ce que vous faites? Alors si vous voulez, j'arrive à 2 grands défis qu'on doit relever, mais que vous connaissez tous, mais qui est important. Le monde est à équiper et le monde attend les Français. Le monde attend la France. Partout, on le disait tout à l'heure, il y avait un témoignage, je crois que c'est même le ministre qui disait, oui, les Américains attendent les Français aussi. Nous avons une culture, des valeurs, nous avons de la créativité, une innovation. Dans le numérique, nous sommes des gens extrêmement forts, avec des start-up formidables. Donc tout ça, si vous voulez,
Ce défi-là, c'est pour nous. Le réveil africain, c'est pour nous. La deuxième phase du développement chinois, où ils se sont équipés de tous les produits de base, les voitures, l'électroménager, achetés au Japon, achetés en Allemagne, eh bien, ils demandent du sens, ils demandent du French tech, ils demandent du French flavor, ils demandent du French design. Tous ces gens-là, eh bien, ils sont nombreux en plus. Donc ça, c'est un atout considérable. Je crois que, indépendamment du monde qui est équipé, il y a le futur qui est inventé. Nous sommes un grand peuple créatif, extrêmement créatif. Nous avons inventé un nombre de filières considérables sur lesquelles nous sommes encore des champions du monde. Eh bien, tout ça, ce sont des atouts. Le monde est équipé, le futur est inventé. C'est pour ça qu'au MEDEF, si vous voulez, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le problème, c'est qu'on connaît tout le constat. Tous les rapports sont écrits, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est bien là le problème. C'est comment? Comment on fait bouger notre pays? Comment on arrive à convaincre nos concitoyens, nos jeunes et surtout nos élus, nos partenaires sociaux, qui ne connaissent pas l'économie, qui ne connaissent pas l'entreprise et qui ont des réflexes parfois pavloviens ou idéologiques, dogmatiques. Et c'est ça qui est épuisant. Il faut impérativement, et c'est ce que nous sommes en train de faire avec Jean-Pierre Le Tartre, que je cite à chaque fois que je viens dans cette noble assemblée, avec quelques-uns d'entre vous, on essaye de décrire une ambition pour le pays, une vision. Je crois beaucoup à ça. Elle n'existe pas encore en France. Nous avons tenté il y a 1 an et demi de le faire. Aucun journaliste, malheureusement, n'avait relayé ce beau France 2020, faire gagner la France. Donc nous récidivons, nous faisons l'épisode numéro 2 avec un livre bleu, qui ne sera surtout pas un livre, parce que si c'est un livre, ça ne marchera pas. Donc nous allons écrire ce que c'est qu'une France enthousiasmante, une France conquérante, une France du plein emploi, une France de la croissance retrouvée d'ici à 2020-2025, et qui partira sur toutes les mutations du monde. On a parlé des mutations, vous avez parlé des mutations du monde aujourd'hui toute la journée. Il y a des mutations formidables, ce sont des chances inouïes pour l'élève surdoué au fond de la classe qui ne faut rien. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous avez déjà toutes les mutations technologiques, le numérique, la transition énergétique, vous en avez parlé, les sciences de la vie, formidable, l'économie de la connaissance, génial, l'économie des services associés à l'industrie, extraordinaire. Ensuite, vous avez la mondialisation du pays, la mondialisation du monde, elle est en marche. 7,5 milliards individus ont besoin de tout. Ça, il faut qu'on l'explique, qu'on l'explique à nos concitoyens, à ceux qui nous gouvernent, à nos élus, à nos ministres. Le monde attend la France, et pour ça, qui peut relever ce double défi? Les entreprises françaises et étrangères basées en France, bien évidemment. Et comment fonctionne une entreprise? Eh bien, on a besoin d'un environnement social, d'un environnement qui soit souple, agile, rapide, surtout pas rigide comme il est, surtout pas anxiogène comme il est aujourd'hui. Nous avons besoin d'un environnement fiscal qui soit 4 adjectifs pour une fiscalité idéale de la France. La fiscalité française, elle doit être simple, elle doit être incitative et motivante. Elle doit être compétitive par rapport à nos pays et nos concurrents, notamment européens. Et elle doit être sécurisée dans le temps, c'est-à-dire lisible et visible. Voilà, 4 adjectifs. Et ça, il faut absolument qu'on le mette en œuvre, qu'on l'explique. Et ce livre bleu d'une vision, eh bien, nous allons le faire passer par tous les réseaux sociaux le maximum. Nous allons l'expliquer à tous les candidats à la présidence de la République. Et nous allons utiliser 2016 pour expliquer ce qu'il faut faire idéalement. Voilà tous les défis qu'on peut prendre, voilà toutes les filières qu'on peut prendre, voilà toutes les opportunités de marché que nous pouvons prendre. Pour ça, seules les entreprises sont les moteurs de croissance, d'opportunités, d'innovation, de production, de vente, de marketing, de développement de richesse, de création de richesse et de création d'emplois. Il faut le dire, le répéter chaque jour, chaque heure. C'est de l'infiltration trotskiste, hein. De pensée anti-trotskiste, bien évidemment. Mais je crois beaucoup à la répétition, je crois beaucoup à l'explication, la pédagogie. C'est le deuxième MEDEF que j'essaye d'incarner, c'est d'expliquer toujours et encore. Et vos travaux sont fondamentaux, parce que lorsque seul le MEDEF s'exprime, eh bien c'est la voix du MEDEF, qui peut parfois paraître un peu caricaturale. Lorsque nous sommes 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 700 000 adhérents entrepreneurs, qui disons tous la même chose, à tous nos préfets, à tous nos proviseurs, à tous nos ministres, à tous nos élus, là, nous sommes une force considérable. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, MEDEF de vision, qu'est-ce que nous voulons dans le social? Qu'est-ce que nous voulons dans la fiscalité? Qu'est-ce que nous voulons dans la simplification? C'est encore une grande recommandation de vos travaux. Ça a été mon premier mot d'ordre de ma campagne lorsque je me suis présenté au MEDEF. Simplification. On n'en peut plus des 80 codes et 400 000 normes qui nous gèrent. Alors, quand vous êtes une société avec un DRH, des juridiques, des directeurs fiscaux, administratifs, on s'en sort. Et encore. Lorsque vous êtes une PME ou une TPE, on ne s'en sort plus. Donc ça, c'est extrêmement important. Je salue quand même le gouvernement qui a pris en compte 2, 3 choses, parce qu'il faut être positif.
le pacte de responsabilité de 40 milliards, qui permet quand même d'avoir insufflé un virage entrepreneurial dans notre pays depuis 18 mois. Bravo, on a applaudi, on continue, on accompagne. C'est fondamental. Et on commence à voir des effets de ce pacte de responsabilité. Deuxième chose, l'opération Mandon poitrinal sur la simplification. La simplification, c'est apolitique, c'est ni à gauche ni à droite, mais c'est un chantier herculéen. Donc j'aimerais, moi, personnellement, que chaque fois que le président de la République parle, ou le Premier ministre, ou certains ministres, on parle de simplification. Le one in, two out anglais, par exemple, ça c'est un bon objectif. On en est encore loin. Et puis, ce qui s'est passé dans le social, qui répond aussi à l'une de vos recommandations, eh bien, c'est un miracle qui s'est passé au mois de mai dernier, lorsque messieurs Badinter et Lioncan se sont exprimés pour dire ce code du travail, cette législation du travail est trop rigide, trop complexe, anxiogène. Ça, c'est formidable. Ça veut dire que le pays bouge. Ça veut dire que le pays... et je vous donne des arguments pour vos CEO, vos conseils d'administration américains, anglais, japonais et allemands. C'est que le pays est en marche. Le pays est en recovery. Et lorsque j'ai vu John Chambers, il y a 2 ans, à Las Vegas, avec Robert Vassoyan, qui est peut-être dans la salle, que je salue au passage, de Cisco, il me disait, mais la France, c'est un pays communiste. Vous avez 35 heures, la taxe sur les revenus, etc. Progressivement, John, on l'a amené voir les startups françaises. On l'a emmené au CES Las Vegas pour lui montrer les 4 prix, les 4 awards que nous avons obtenus en tant que start-up française sur les 10 awards qu'il distribuait à ce salon. On leur a montré les champions français. Il a fait des masterclass avec des Français. Il est venu en France 6 mois après. Et 1 an après, il a décidé d'investir 100 millions de dollars. Et là, il vient de récidiver en disant que ce sera 200 millions de dollars. Et moi, j'aimerais qu'il y ait des John Chambers partout. Et c'est pour ça que n'hésitez pas à utiliser le MEDEF et son président pour que, à l'occasion, je puisse rencontrer certains de vos CEO qui doutent de tout ce qui se passe en France, de tout le potentiel qu'on a. Et je pense que comme dans une entreprise qui est en retournement, eh ben, c'est le moment d'investir en France. C'est le moment où il faut investir en France, et moi j'en suis vraiment persuadé. Alors ensuite, si vous voulez, il faut aussi travailler sur le concret, facteur de compétitivité coût, facteur de compétitivité hors coût. Facteur de compétitivité coût, vous le savez tous, il faut un terreau de compétitivité qui aille bien. J'en ai parlé, la fiscalité, le coût de l'énergie, le coût de l'euro, le coût de tas de choses que nous subissons. Le pacte est là pour une première réponse. Et puis ensuite, un environnement de confiance. L'environnement de confiance, c'est est-ce qu'on a confiance dans notre pays? Est-ce qu'on a confiance pour investir en France? Est-ce qu'on a confiance pour embaucher? Là, ça passera par une législation sociale qu'il faut absolument modifier, d'où le rapport Combrexel et mon espoir là-dessus, d'où les travaux de Mme El Khomri, en espérant qu'on ne s'arrête pas au milieu du chemin sur cette réforme qui paraît assez ambitieuse, je l'espère, qui permettra de donner la priorité aux accords d'entreprise des entrepreneurs avec leurs salariés pour s'organiser et surtout derrière pour tout simplifier, à la fois les travaux des branches et surtout le code du travail. Donc je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, quelque chose se passe en France. Et je crois qu'il y a un consensus sur le social, vous voyez, gauche-droite. Les économistes de gauche et de droite, les partis, eh bien, font un double consensus. C'est trop compliqué. Ça, c'est très important sur le social. Et deuxièmement, consensus sur, oui, c'est l'entreprise qui est un cas unique. Il faut donner la possibilité à chacune des entreprises de s'adapter avec ses salariés. Voilà. Ensuite, si vous voulez, tous les travaux du MEDEF rejoignent tous vos recommandations. C'est le rapprochement avec l'éducation nationale, le rapprochement avec l'enseignement supérieur, le rapprochement avec le monde de la recherche. Là aussi, ça bouge. Nous signons depuis des mois des conventions avec la recherche, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. On voit bien les mondes qui se rapprochent. Je vais peut-être m'arrêter ici parce que je ne voudrais pas être trop long. Je vois aussi un regard impatient de Denis, donc je vais conclure très rapidement. Écoutez, voilà, je crois que nous avons une relation très forte, très puissante entre votre cercle et le MEDEF. N'hésitez pas à utiliser le MEDEF comme une caisse de résonance de vos travaux et une façon d'avancer aussi. Je crois que nous nous enrichissons tous les uns des autres pour le pays, pour la France, pour nos emplois. Je pense que la France bouge, c'est très important de le dire, c'est très important d'accompagner ce virage entrepreneurial. Bien évidemment, ça ne va pas assez vite, pas assez fort, c'est le titre de vos travaux que je partage à 100%, mais le cap est là et il faut continuer tous ensemble et plus on sera nombreux à faire ce lobbying auprès des députés, auprès des ministres, auprès des partis politiques sur le rôle fondamental de l'entreprise. Il n'y a pas de pays fort sans économie forte. Et il n'y a pas d'économie forte sans entreprise agile, souple,
compétitif dans un monde de mutation accélérée. Si on arrive à planter ce décor-là dans tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, je pense que la France sera sauvée et qu'on pourra repartir vers de gros investissements et surtout faire baisser le chômage. J'y crois fondamentalement. Vive l'entreprise, vive les entreprises françaises, étrangères implantées en France et vive la France. Merci beaucoup.